Bienvenue. Plus que 24 heures et nous allons célébrer le 1er août la fête de l'indépendance du Bénin. 59 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas peu. Et pendant ces années, pendant ces décennies, les filles et fils de ce pays ont eu la lourde responsabilité de gérer les affaires publiques, de penser le destin de tout un peuple, des gouvernements avec des programmes variés se sont succédés, mais également avec des styles de gouvernance politique, économique et sociale parfois opposés. 59 ans après, le Bénin reste dans la captivité du sous-développement, cité donc parmi les pays les plus pauvres au monde, où le bien-être reste encore un challenge de tous les jours. Qu'avons-nous fait des 59 ans de notre indépendance? Et quelles sont les politiques implémentées pour impulser le réel développement? Et quels ont été les styles? Et quels ont été les écueils également? Quelles ont été les opportunités loupées? Et enfin, quelles peuvent être les pistes à scruter pour une relance de notre développement? Ce sont donc les questions que nous abordons ce soir avec un invité que nous avons dans ce studio, professeur Sylvain Adekpédio-Akindes. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes ancien ministre chargé des relations avec les institutions sous le régime de Kirikou. Vous êtes aujourd'hui observateur de la vie politique. J'ai du mal à vous présenter. La première chose que je vais vous demander, c'est de me rectifier ou au besoin de compléter cette liste-là que je viens donc de commencer. J'ai commencé par être ministre de l'Environnement, de l'Habitat, de l'Urbanisme. Puis ensuite ministre... Si je vais prendre, mon curriculum vitae à partir de là, parce que sinon, on n'en finirait pas. Puis ensuite, j'ai été à l'Assemblée nationale. Et après, je me suis retiré. Voilà. Retiré de l'action militante, mais pas retiré de la réflexion. Je sais que vous avez également pris par les médias. Oui, c'était au moment où nous luttions contre les régimes qui étaient en cause. Et notre objectif essentiel, c'était de faire passer le message. Parce qu'on ne vient pas en politique comme ça, en l'air, de notre point de vue. Nous avons un peu utilisé, si vous connaissez l'histoire de la Pravda en Union soviétique. Rassembler les gens sur les idées avant de créer une organisation politique. Donc, les principes essentiels, les valeurs essentielles étaient diffusées pendant tout le temps, sur tous les sujets du développement du pays. Et après, lorsque vous décidez de rendre une organisation politique réelle, vous reprenez ces idées. Et ceux qui se sont retrouvés de ces idées se retrouvent en même temps de votre côté pour créer une formation politique différente de celle qui était avant. Voilà. Vous avez dirigé l'organe en quelle année? Oui, il y a eu deux phases. La première phase, on appelait ça le go. On a eu un procès. Puis le procès, bon, on l'a perdu, évidemment. Puis ensuite, on a changé le nom. On a appelé ça le nouveau go. Ça a été interdit. Et on a dit Palinga, qui veut dire pratiquement la même chose. Et là, je suis devenu, parce qu'il ne fallait pas exposer tout le monde. Il y a des gens qui sont destinés, qui doivent pouvoir faire face à ce genre de tracasserie. C'est comme ça que j'ai été choisi. Ce n'est pas décidé de moi-même. Voilà donc qui plante le décor de ce débat. Alors, professeur Sylvain Adekpédio-Akindes, en 60, le 1er août de 1960, on accédait à l'indépendance. Aujourd'hui, nous pouvons comptabiliser 59 ans. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que nous avions un idéal en 60 quand nous entrions dans l'indépendance? Quand on dit nous, je ne sais pas quelles sont les couches sociales qui sont concernées. Je ne sais même pas. Parce que le nous est trop général. Je ne sais pas si le paysan de Tchumuchumi savait ce que c'était que l'indépendance. Je ne savais même pas si c'est ce que c'était qu'un État. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas certain d'ailleurs qu'il sache ce que c'est qu'un État. Par conséquent, indépendant ou pas indépendant, ce que les gens veulent. Il y a la colonisation. La colonisation vous amène quoi? L'école, le dispensaire, la route. C'est ça qu'on espère. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Pour le développement, on se débrouille.
etc. Je parle de façon générale, hein, je ne parle pas des pointes de progrès qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Donc, quand je dis on, c'est ça le on pour moi. Mais on, c'est pas moi. Moi, j'étais déjà à cette époque-là, je venais de finir mon baccalauréat. Donc, très très content, je vais aller en France, faire mes études, revenir, servir mon pays. Ça, évidemment, c'était important. Être bachelier au moment où ton pays accède à l'indépendance, tu te destines à venir servir ton pays spontanément, sans aucun problème. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que il y avait un idéal? Pour le savoir, il faut savoir ce qui s'était passé avant. 2 ans avant, on avait la possibilité d'aller à l'indépendance. Il y avait donc une grande campagne contre l'indépendance. Je dis bien une grande campagne par l'ensemble des partis du pays contre l'indépendance, sauf un seul parti qui était inconnu. On appelait ça PRSP, Parti de la Révolution Socialiste du Bénin. Mais on n'était pas le Bénin, on était le Dahomey. Mais vous voyez ça, Bénin et Togo ensemble. Le parti était sur les deux territoires. C'est les seuls qui ont fait la campagne. Évidemment, les étudiants. Les étudiants aussi, mais les formations politiques, aucune. Enfin, ceux qui avaient tenté un peu avec l'initiative de Zissou, voilà, et s'est rappelé, rabattu rapidement sur les trucs des autres pour dire non, on n'est pas mieux pour l'indépendance. Donc, pour dire qu'on a l'indépendance, il faut avoir des idées. Quelles idées les gens avaient? Quelles idées ils ont eues jusqu'à longtemps? C'est que moi je suis d'Abomey, toi tu es de Porto-Novo, l'autre tu es du Nord, voilà. C'est sur cette base-là qu'on s'est bagarré. Il y avait des conflits ethniques, il y avait des Non. considérations ethniques. Oh non, vous savez très bien qui dit ça. C'est des intellectuels et chacun veut avoir la place. Donc il faut représenter quelqu'un pour avoir la place. Et si tu ne peux pas, dans le lot des intellectuels, faire passer ça. Parce que tu n'es pas certain d'avoir la majorité qu'il faut pour faire passer ça. Si tu dois mettre ça dans le niveau des intellectuels, ben, c'est Abomey. C'est Abomey. Il viendra en seconde position pour l'ONU et après en deuxième position le Nord. Si tu es à ce niveau-là, puisque le premier parti qui a été créé, c'était le parti des intellectuels. Comme d'ailleurs tous les partis, d'ailleurs, à la limite. Mais des intellectuels qui sont sortis des écoles. D'écoles, je ne vais pas dire secondaires, mais post-primaires. Donc c'est eux qui ont formé les partis politiques. Donc c'est entre eux. Mais il y a des régions qui n'étaient pas très, disons, favorisées pour la scolarisation. Donc il n'y a pas de raison que ça ne pose pas quelques problèmes. Alors, lorsque vous parlez d'idéal, moi je crois qu'il n'y avait pas d'idéal. Je crois qu'il n'y a pas d'idéal. On a fait un saut dans le vide comme ça. Vous essayez de relire les discours qui ont été faits à ce moment-là. Vous ne verrez aucun idéal. Essayez de voir ce qu'on a déclaré pendant... D'abord, il y a une période pré-indépendance, là. Sur le plan économique, développement, vous verrez bien. Sur le plan après, juste après, c'est quoi exactement? Alors, ce qui a marqué le début de l'indépendance, c'est la création des champs collectifs. L'idée importée d'Israël. Bon, tout ça c'est très bien, mais l'essentiel du développement c'est quoi? Est-ce de continuer la politique économique coloniale et d'être fournisseur de matières premières pour le colon, la puissance colonisatrice, ou d'autres personnes à la limite, ou est-ce de penser à la survie du pays, à la manière dont on peut rester nous-mêmes et faire nous-mêmes les choses? C'est là qu'il pourrait y avoir un idéal. Alors, professeur Akindes, est-ce que vous avez l'impression que ce modèle de développement, ce modèle de croissance, ce modèle de gestion est toujours resté figé depuis 59 ans? Voyez la campagne qu'ils ont faite au présidentiel. Vous allez voir Paris,
vous allez voir, etc. C'est-à-dire, tout est orienté vers l'extérieur. Tout. Le modèle, c'est pas développé chez vous. On dit, vous allez avoir Paris. Mais quel est le paysan qui est parti à Paris? Il y a combien de Béninois qui sont partis à Paris ou ailleurs? À qui s'adresse-t-on? Si vous suivez seulement, hein, regardez tout, c'est comme ça, campagne. Alors, en quoi il y a un idéal là? En quoi il y a un idéal? L'idéal, c'est de dire comment on va faire que nos écoles, les gens comprennent de ce dont il s'agit, qu'ils saisissent ce que c'est que l'État, en quoi l'État est leur, disons, est leur représentant, en quoi ils ont le devoir de dire ce qu'ils veulent à l'État, en quoi l'État a le devoir de les écouter pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. Et donc, un État colonial qui prend les leçons ailleurs et qui vient les appliquer. C'est ça, le minimum au départ. Puisque vous devenez un État, qui représentez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des idées, mais les gens doivent dire exactement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils disent, c'est exactement ce qu'ils disaient, ce qu'ils ont dit, exactement ce qu'ils disaient sous la colonisation. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, en principe? Qu'est-ce qui a fait que les cadres de l'époque, un peu comme jusqu'à pendant donc 7 ans modernes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh là là, vous me demandez un développement extraordinaire. Un esprit ne se fabrique pas en un an. On est formaté depuis longtemps. Depuis l'école primaire, on vous a montré que le modèle, c'est l'extérieur. Lorsque vous avez suivi ce matraquage-là pendant des années, des dizaines d'années, instinctivement, vous faites la même chose. Je me reprends moi-même parfois à me dire, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi, par exemple, je fais une citation latine? Pourquoi? Je m'adresse à qui? Qui parle encore latin? Je vais citer un auteur français ou un auteur... Qui connaît l'auteur français? Qui connaît? Si je sors de là, je vais au Nigeria, est-ce qu'ils connaissent l'auteur? Je m'adresse à qui, en fin de compte? Mais je me surprends moi-même. Après, quand je sors de l'Égypte, j'ai été formaté au point que je ne me rends pas compte de tout ce que je trimballe comme valeur ou fierté qui ne repose sur rien du tout, par le fait que j'ai été colonisé. Donc la faute réside dans le système éducatif d'alors. Le système éducatif des élites intellectuelles, des élites lettrées. Le système éducatif n'existait pas pour la population. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas nos langues. On n'écrit pas nos langues, sauf les prêtres ou les curés chrétiens. Et ils savaient, pour faire passer l'idée, pour faire passer la foi, il fallait utiliser les langues des fidèles. Leur apprendre à écrire dans leur langue. Une chose m'a frappé quand je suis entré en classe de 6e. J'avais des amis de Savet. Ils correspondaient avec leur papa ou leur maman en Yoruba. Et leur papa et leur maman leur écrivaient en Yoruba. Je dis Yoruba parce qu'on dit Nago, bon. Voilà comment ça se passait. Et là, j'ai pris conscience que moi, là, même dans ma maison, j'avais le signal. Vous savez ce qu'est le signal, non? On n'a pas le droit de parler la langue nationale. Dans ma maison, parce que mon père était instituteur. C'était un péché à l'époque de parler une langue nationale? Je dis bien chez moi, je ne dis pas à l'école. On a déjà ça à l'école. Mais chez moi, il y a combien de ménages béninois qui obligent leurs enfants à parler le français chez eux? Vous savez ça? Vous n'avez jamais cherché ça? Donc, nous voyons, nous autres, intellectuels, là, nous voyons le pays, c'est nous, quand nous disons, le pays dit non, c'est nous qui disons non. Nous ne sommes allés nulle part pour que les gens vous aient dit non. Et les préoccupations, on va parler peut-être de choses intéressantes, mais les préoccupations ne sont pas les préoccupations de tout le monde. J'ai un domestique chez moi, une domestique. Mais ce que je parle, ça ne dit pas grand-chose. Pas du tout. Je suis sûr que vous êtes comme ça aussi. Si vous êtes chez vous, c'est pas là un problème, ça. Alors,
Lorsqu'on parle de population, c'est ça la question. Si par hasard on crée des problèmes à ses frères et sœurs dans une région, waouh, là, il dit c'est inadmissible, et ça s'arrête là. La raison pour laquelle, etc., on a tort, on a raison, ça ne les regarde pas. Hein. C'est chez eux. Alors, pour vous résumer rapidement, avant de donner la parole aux confrères studio, est-ce que je dois comprendre que pendant 59 ans, il y a eu une déconnexion totale entre la population réellement qui détient le pouvoir et l'État représenté par quelques élites qui doivent penser le développement? Je dois faire une exception à la période révolutionnaire. Il faut être honnête. Allez-y. À la période révolutionnaire, comptons sur nos propres forces, c'est ce que ça veut dire. On expliquait aux gens que c'est eux-mêmes qui doivent ranger la localité. Et qu'il n'y a pas de sauveur suprême d'ailleurs. C'est sur leurs propres moyens. Il est vrai que l'État a apporté des choses, parce qu'on ne parle pas d'un coup, d'un point à l'autre de façon brutale. Mais c'est ça qu'il faisait. J'avoue que je n'étais pas un ami de la période révolutionnaire. Mais ce que les gens ont fait d'objectif, c'est ça. Et lorsque vous allez à l'école, vous commencez par les langues du coin. C'est-à-dire, à l'école, on vous apprend. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous verrez les artistes qui ont commencé là, c'est ceux de cette période-là. Et qui ont fait leur arme à l'extérieur dont on parle, ils ont fait leur école là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des danses dans les écoles, dans les langues nationales. Et tout était dans ce sens-là. Alors ça a donné pas mal de résultats que nous avons pris comme des choses positives pour nous. Je ne suis que de ce secteur-là, mais ça veut dire pour que votre nationalité ou votre orgueil soit porté, ça commence toujours par aux langues nationales. Et là, je considère que tenez-vous bien, c'est d'abord les enseignants qui ont proposé ça. Et qui l'ont plus ou moins imposé aux politiques. L'introduction des langues locales dans le système éducatif. Oui, parce qu'il y a une enquête avec un comité qui est passé de village en village. Il y a des détachements par commune, etc. Et commune, c'était des districts. Mais je dis commune, c'est-à-dire que arrondissement actuel. Et on prend l'opinion des gens. Et il y a eu la synthèse. Après la synthèse, il y a un séminaire national où on peut la présenter, la synthèse. Et on a adopté une certaine synthèse avec quelques modifications. Le processus me semble être objectif et scientifique. Ça a tout l'air d'une participation citoyenne. Voilà. Est-ce que c'est une participation citoyenne? Non, c'est une construction citoyenne. Citoyenne. D'accord. Alors, Vigile Avanceur, vous avez écouté le professeur. Nous sommes dans un déni total des valeurs actuellement. Il n'y a plus cette présence des langues locales dans notre système éducatif. En ce sens, déjà, il n'y avait même pas d'idéal. On avait des considérations plus ou moins ethniques. Est-ce que, de votre regard de journaliste, vous avez l'impression que le diagnostic qu'il vient de poser est exact? C'est pas mal de mon point de vue, et surtout quand il fait la différence avec la période révolutionnaire qui a semblé, n'est-ce pas, de mon point de vue, tirer leçon de ce que nous avions fait jusqu'en, disons, 72, 75, et corriger les choses. Mais je vais revenir sur cette période. Vous voyez, je pense quand on regarde l'histoire du Bénin, et l'histoire, quand je dis le Bénin, le Dahomey, même au-delà de 1960, on a l'impression que oui, les colons, le colonisateur en était pour beaucoup de cet art que nous traînons jusqu'à ce jour. J'aime pas trop me focaliser là-dessus parce que dans tous les cas, oui, l'homme blanc n'est plus présent, et quand on regarde de près nos problèmes, on a l'impression qu'ils sont plus noirs que blancs aujourd'hui. Cela dit, oui, le modèle colonial, la dépendance et, disons,
le fait de tourner la tête, la réflexion, le travail, les bras de l'Africain, du colonisé vers la patrie mère, n'est-ce pas? Cela est resté. Cela est resté. On raisonne inconsciemment pour la France. On est trop beau quand on est occidental, quand on s'habille occidental, quand on peut aller à Erevan, quand on peut manger ceci plutôt que cela. Nous avons été tournés vers cela. La culturation était devenue... La réussite absolue. parfaite se trouvait dans le fait que c'était, même pas c'était, ça reste jusqu'à présent inconscient. Ça fonctionne, on ne sait pas, on se dit oui, c'est ça qui marche. Et ça a réussi juste là. Mais on aurait pu corriger ça de mon point de vue quand, oui, le professeur vous a peut-être pas dit, peut-être qu'il va le dire, il a écrit au moins 2 livres. Si je me trompe, le 3e, un peu bientôt, vous me direz tout à l'heure. Il a écrit 2 livres. J'ai lu ces 2 ouvrages. J'ai lu, entre autres, le livre de Zissou, en ces temps-là. On a entendu les versions des uns des autres. Et Zissou. Oui, Émile Derlin Zissou, le docteur, l'ancien président. Et donc, vous dites, mais la division politique, bien avant 1960, cette division a été comme passée de génération en génération. Les acteurs mouraient, mais les querelles étaient là. Le régionalisme et tout le reste, ça se passait de génération en génération. Les intellectuels, oui, intellectuels, bon, nous avons dit dans quelles conditions ils ont été formés, pourquoi ils ont été formés. Ils n'ont jamais pris conscience de ce que, oui, pour quitter cet esclavage, encore que pour prendre conscience de quitter, de franchir cette étape, il aurait fallu que tu prennes conscience que tu es d'abord esclave. Donc, on est resté dans le lien. Et, disons, il a eu comme une certaine mutation où les individus, n'est-ce pas, ont commencé par courir plutôt, j'ai dit individus, courir leur intérêt individuel, leur réussite individuelle, la réussite de leur région. Ça n'est pas loin du régionalisme, c'est, disons, le produit du régionalisme, au point où ce qui développe un pays, ce qui a développé ailleurs. On a souvent fait ces comparaisons, je vais y revenir, l'Inde, la Chine, les dragons de l'Asie, tout le reste. Ce qui, de mon point de vue, a fait la différence avec nous, je vais y revenir. Au point où on a vu ces pays-là, la démarcation est nette 60 ans après. Parce que on s'est entretenu dans des querelles politiques, dans la discussion du pouvoir, c'est plutôt telle région qui va garder le pouvoir pour les intérêts, pour ce qui en découle, pour la construction des fils de ce coin-là ou des groupes d'intérêts. Et on s'est battu ainsi jusqu'à ce jour. Même, on va pas, ça c'est, on fait de l'histoire, on est dans l'histoire, on va pas trop traîner sur l'actualité du moment, mais jetez un peu le regard. Nous y viendrons avec le Vous jetez un peu le regard, on n'en est pas sorti. Il y a 5 ans, c'était pas Boniaï, c'était pareil. On n'en est pas sorti. Toujours des groupes d'intérêt qui s'accaparent d'une manière normale ou maquillée du pouvoir. Et tout cela contre l'intérêt général. Contre, comme le disait M. Akines, le paysan de Tchumi, qui ne sait à qui se référer, dans cette forêt, cette jungle-là, il ne connaît personne, il n'a personne dans la fonction publique, donc son enfant ne réussira jamais, mais cela doit être le meilleur de la classe. Et il a eu comme un autre travail de la conscience, encore une fois, instinctive. Ah non, mais c'est le développement, la politique, c'est l'affaire des politiciens, ce n'est pas les citoyens. Ça ne me concerne pas. Cet art, si l'autre a fait accident sur la route parce que la route est dans tel état,
alors que nous payons les impôts. Si la meurt, ce n'est pas un problème, c'est les politiques qui n'ont pas agi. C'est ceux qui doivent prendre la décision. Je ne sais pas que je contribue de ma position à cela. Et je parlais de la comparaison avec les pays, et les dragons, entre autres, le Brésil. Et très rapidement. Oui, parce que il me semble que nous, on a manqué d'un leader, un visionnaire. Un visionnaire qui pourrait dire, oui, voici mon idéal, voici ma vision, voilà comment j'entrevois. On était trop divisés, n'est-ce pas? On était trop dans des calculs de groupe pour y arriver. Je ne reviendrai pas, mais je suis lié aussi, même le premier président de la République du Dahomey, comment il a été choisi, c'est le fruit également de la division. Oui, de la division. Alphonse Moïse Soulé, pour vous, aujourd'hui, à quoi ressemble le Bénin 59 ans après? Vous savez, tout à l'heure, quand le professeur faisait son exposé, cela m'a fait penser à une dictée que j'avais faite en troisième, qui est, le texte était extrait de Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Le titre de la dictée, c'était Les désillusions de Fiogwe. Fiogwe qui était ce paysan africain, c'était une caricature, qui pensait qu'au lendemain du départ du colon, que nous, c'était la félicité, c'était la béatitude, on allait vivre dans un paradis terrestre. Et malheureusement, il constate que ses compatriotes étaient pires que le colon. Ses compatriotes étaient pires que le colon. Donc, très tôt, on a chanté indépendance, on dit, bon, le blanc, il nous a suffisamment exploité, il nous a suffisamment divisé. Avec son départ, nous serons davantage unis. Erreur. Et je constate, le professeur s'est appesanti tout à l'heure sur le côté culturel. 59 ans après, incapable d'avoir dans notre constitution une langue nationale. Incapable. Et je me plais à le dire, vous allez au Sénégal. Vous allez au Sénégal. Tout Sénégalais parle le Wolof. Et je l'ai toujours dit ici, quand je suis allé étudier à l'université, alors que le professeur de presse écrite faisait son cours, il a commencé par parler Wolof. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul à ne pas pouvoir comprendre ces langues-là parce que je venais de Bénin il y a disons 2 mois. J'ai dû lever mon petit doigt pour dire, s'il vous plaît, monsieur, moi, je ne comprends pas Wolof. Il dit, arrangez-vous pour comprendre Wolof. Vous êtes le seul sur 22 étudiants à ne pas comprendre Wolof. Au Togo, on a enseigné l'éveil à l'école parce que il y a que, si vous comprenez l'éveil, vous allez chez le frère ghanéen, vous allez vous exprimer. Mais chez nous, c'est impossible. On n'a pas pensé à l'intérêt général. On a eu au pouvoir des populistes qui n'ont pensé qu'à leur image. On a eu au pouvoir des capitalistes qui n'ont pensé qu'à accroître leur fortune, mais le développement local. Vous imaginez des Béninois qui ne mangent pas la pâte. Des Béninois qui ne mangent pas la pâte. Des Béninois qui ne savent pas manger avec la main. Les Béninois qui ne mangent pas les mets de leur pays. C'est grave, Vigile l'a rappelé. Tout le monde veut aller garer son véhicule devant Erevan. Tout le monde veut s'habiller dans les supermarchés. Très peu. Nos jeunes filles ne savent plus nouer un paille. 59 ans après, incapables de dire, voilà une tenue locale propre à tous les Béninois. 59 ans après, on ne peut pas avoir une langue nationale. On a parlé des divisions. Ce qui vous souvient que dans ce pays, on a eu à parler de Atabor, des crises politiques qui n'avancent pas le Bénin. Et quand vous faites le point de 1960 à aujourd'hui, du point de vue des libertés, parce que qui dit indépendance dit liberté. Je ne veux plus que le blanc me dirige. Et tout à l'heure, quand le professeur parlait, il y a un certain nombre de romans qui me sont venus à la tête. Hala, on a vu qu'au lendemain, au départ des Blancs, on a confié la gestion des pays africains aux Africains formés en Occident, incapables de gérer. Ils ont dilapidé les biens. On a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, 59 ans après, il faut qu'on repense. Un pays ne peut jamais se développer quand vous faites main basse sur votre culture. Quand vous êtes tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est grave à la maison. À la maison,
il n'y a pas le signal, mais il n'y a plus que le signal. Les parents ne parlent pas la langue nationale à leurs enfants. À tout le monde, on parle français. Et quand vous allez à l'extérieur, on dit, comment vous appelez ça? Vous êtes de quel pays? Parlez-nous de votre culture. Malheureusement, les gens ne parlent pas. Donc, il faudrait que les Béninois disent quel modèle de développement nous voulons. Parce que notre développement est toujours centré sur la France. Et que les gens me pardonnent, je dis, il est difficile aujourd'hui dans un pays africain de vouloir choisir un pays sans se référer à la France. Impossible. On ne pense, les populations, que veulent-elles? Quel type de développement nous voulons? Est-ce que nous ne devons pas nous baser sur les valeurs endogènes pour développer notre pays? C'est quand vous allez voir, dans les autres pays, hein, quand il y a grande fête, on s'habille dans la tenue locale. Vous allez voir jeudi matin, costume, tout le monde sera en costume. Tout le monde sera en costume. C'est rare de trouver les autorités porter des tenues fabriquées chez nous. À commencer par le chef de l'État lui-même. Le président Roch Christian Kaboré, moi je l'admire. Je l'admire quand vous le voyez. Il est toujours dans les tenues tissées avec les Enfani, très bien. Et quand il y a, mais chez nous, demain, jeudi, tout le monde sera en costume. Costume. Personne ne va porter. Il faut quand même rendre hommage au président Nicéphore Soglo. Qui portait régulièrement son local, d'accord, donc je voudrais que dans les habitudes, le maire je crois que le maire de Paraguay a pris l'initiative pour dire désormais, quand il y a séminaire, il faut manger les repas. D'ailleurs, les vendredis également. Oui, les vendredis, il faut désormais. Vous allez au Sénégal, les vendredis, tout le monde est en tenue locale. Tout le monde. À l'école, à l'université, dans les banques, vous n'allez pas avoir de costume. Qu'est-ce qui empêche le Bénin? C'est qu'en 9 ans après de dire désormais vendredi, mais les Bénin de Bomba. D'accord. Alors, professeur Sylvain Adepedjo Akindes, aujourd'hui, on a adopté la démocratie. Nous sommes en train de faire l'expérience de la démocratie. 60-90, on a maintenant fait l'option de la démocratie. Alors, pour vous, quels sont actuellement nos problèmes? Je voudrais dire, enfin, un bémol, tout n'est pas noir. Parce que on vous a formé, moi aussi j'ai des idées, etc. Ça nous permet, mais il faut que ces idées... mieux faire, comme on dit. Les idées doivent être appliquées à nos réalités. Non pas vouloir coller les réalités d'ailleurs sur les nôtres. Je dis toujours, un expert, un intellectuel solide, il utilise la source qu'il a eue pour changer ce qu'il y a chez lui selon les contraintes de chez lui. Et on ne peut changer rien dans la nature si on n'obéit pas aux lois de la nature. Ça fait partie des éléments essentiels. On a insisté sur la culture. Moi, je n'insistais pas tellement sur la culture. J'insistais sur ce que l'enseignement nous a inculqué et qui nous, disons, qui nous amène à nous éloigner des réalités de chez nous. Et je considère que si, je vais vous donner l'exemple d'un journal, on a sorti un journal, on voulait expliquer certains points. On se demandait, mais si on devait dire ça en fond, ou en Yoruba, ou en Batanou, comment on le dirait? On ne trouvait pas le mot. Parce que ce n'est pas des réalités Bariba, ce n'est pas des réalités. Non, parce que non, on ne les maîtrisait pas assez d'abord. Il faut reconnaître qu'on ne les maîtrisait pas assez. Ensuite, nous les avons apprises dans une autre langue, pas dans notre langue. Ça reflète une réalité extérieure. Même si la base scientifique et humaine existe, mais il y a des différences. Alors, je dis... il ne faut pas tout peindre en noir. Il faut dire, nous avons eu quand même des écoles. Nous avons eu quand même des choses. Bon. Mais l'essentiel, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou l'autre, il dit, quel Béninois on veut former? Et la réponse est quoi, professeur? Il faut former un véritable Béninois qui est imbu de sa personnalité béninoise. Alors comment on forme ce Béninois? Il faut commencer d'école. Je vous ai dit qu'ils ont commencé sur la révolution, on apprenait les langues nationales à l'école maternelle.
On appelait les langues nationales militaires. Après, ils n'ont pas continué, puisque nous, les intellectuels, ah là là, mon fils ne parle pas bien français, il faut supprimer ça. Et on a supprimé des choses dans ce genre. Est-ce que le seul fait d'introduire dans notre système éducatif les langues de chez nous peut permettre que c'est vrai, on parce puisse que avoir ce béninois de le type développement nouveau? se fait à la base. Le développement se fait à la base. Et si vous voulez faire développer les choses, les gens doivent comprendre les choses dans leur langue, pas dans une langue extérieure. À cette époque-là, il y avait l'alphabétisation chez les paysans. Parce que les encadreurs ruraux étaient obligés d'expliquer les gens dans leur langue. Et les gens, c'était déjà sous la période coloniale. Nous sommes devenus indépendants, on a pu faire ça. On a enlevé tout ça. C'est-à-dire que même le colon pouvait passer pour que les gens puissent cultiver des choses. Il sait que le moniteur de l'agriculture doit connaître comment on dit tout ça là, dans sa langue, pour pouvoir transmettre ça à ses parents. Il le sait. Il le sait. Et nous devions responsables et nous ne le savons plus. Nous ne le savons plus. Et c'est ça qui est... Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne transmettent pas. Mais la base, c'est d'abord ça. À partir de là, si tu as conscience... quand je parlais de l'indépendance, il y a eu Kwame Nkrumah, qui a lancé, comment ils appellent ça? Freedom in my hand, I bring. Vous comprenez ça? Je sais pas si je parle bien plus anglais. J'amène l'indépendance dans mes mains. Et Sylvanus Olympio. Ceux-là ont déteint un peu sur certaines régions du Bénin. C'est pour montrer quand même qu'il y a eu des influences extérieures voilà. Un peu. Je vous ai parlé des PRS Bénin, etc. Bon. L'un des responsables est encore vivant, encore, je crois. Bon, il y en a Boyatoba. Vous connaissez Boyatoba? Cap FM. Bon. Vous connaissez pas Bidouzou? Vous en avez entendu parler, Bidouzou, Barnabé, non? Le journaliste. L'ancien ministre. L'ancien ministre. Paoletti. Béazin. Personne. Voilà. Je peux continuer de citer comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on est là. C'était votre parti également, visiblement. Hein, pardon? C'était votre parti politique, votre fonds? Pas du tout. Moi, j'étais pas du tout en terminale encore. Vous comprenez? Parce que c'est depuis 58. Et ils sont venus avec ce truc-là en 58. En 58, j'étais peut-être en première, en seconde ou en première, enfin, entre les deux. C'est en septembre 58. Donc, j'étais en seconde. Je finissais la seconde. Voilà la situation. Donc, j'ai dit, ce qui est important pour moi, c'est que, pour moi, hein, puisqu'on est ici plus ou moins politique, on fait un débat qui me paraît largement développement, c'est d'abord politique. Parce qu'il faut une politique de développement. Elle doit être pensée pour le Béninois. Conséquence, lorsque nous voulons qu'il y ait développement, il faut qu'on, celui sur lequel on doit s'appuyer, ce sont les populations. Il faut qu'elles sentent que nous sommes dépendants d'eux. Et que ce qu'ils veulent, si nous ne le faisons pas, ils vont sanctionner parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Mais on ne leur a pas appris ça. On leur a appris, on va amener ONG pour faire ceci. Je vais vous donner ceci. Je vais faire ceci. Et puis, lorsque les gens font faire des meetings, on distribue de l'argent. Vous avez vu ça? Justement, professeur, vous faites allusion à une démocratie participative. C'est dans la Constitution, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous m'expliquez un peu. Vous ne pouvez pas dire qu'en France, il y a la démocratie participative. Mais le citoyen français sait que c'est lui qui élit. Et pourquoi il élit quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas au Bénin? Pourquoi le citoyen béninois, 29 ans de démocratie après, est toujours à l'écart de la cité, de la gestion de la chose publique? Parce que l'infrastructure, enfin, la superstructure est colonisée. Par qui?
Colonisé par qui? La superstructure, c'est nous. D'accord. Donc, la superstructure est faite pour éloigner justement les citoyens lambda pour que ceux-là qui constituent ces superstructures restent les rois, se passent les mains, et puis ils restent seulement. Je ne sais pas si on est... Je ne sais même pas si on est conscient de ça. Franchement, parce que Non, les mais gens... justement, c'est parce que les populations n'en sont pas conscientes. C'est fait pour qu'ils n'en soient pas conscients, n'est-ce pas? Est-ce que ces gens de cette superstructure sont même conscients de ça eux-mêmes? C'est fait pour ça. Bon, je ne sais pas... C'est les anti-profits. Est-ce qu'ils croient qu'ils anti-profitent? Moi, je me pose des questions surtout. Vous m'excusez, hein, je remets tout en cause dès le départ. Mais des préjugés, je me demande si ce n'est pas des préjugés. N'est-ce pas? Je me demande si ce n'est pas des préjugés. Je pense que, tiens, avant ça, il est intelligent. Mais pourquoi je pense qu'il est intelligent? Parce que Patrick a dit des choses peut-être qui ressemblent à ce que je vais dire. Mais est-ce que ce que je vais dire, moi, est bien? Là, vous faites de la philosophie. C'est pas de la philosophie. Vous pensez un instant que ceux qui gravitent autour de chaque pouvoir, ceux qui ont gravité autour de chaque pouvoir, qui ont tout fait pour y rester et avoir les avantages de ce pouvoir, ne sont pas conscients que leur survie dépend, n'est-ce pas, de l'ignorance des populations des Béninois qui ne savent pas pourquoi ils vont voter, qu'est-ce que c'est que le vote, qu'est-ce que c'est que le suffrage, et que, eh bien, l'échec, hein, la sanction de ces personnes-là qui sont au pouvoir dépend, n'est-ce pas, de l'expression du vote des Béninois. Vous me posez une question de fond. J'ai dit, je remets tout en cause. Non. Est-ce que cette élite, est-ce que c'est que même un État? Qu'est-ce que je dis? Non. Est-ce qu'elle ne sait pas? Est-ce Selon que- vous, est-ce qu'elle sait? Hein? Est-ce qu'elle sait? L'élite, là, est-ce qu'elle sait? Non. Non. L'État, c'est nous. OK? Le peuple, c'est nous. Quand les gens écrivent, vous écrivez dans le journal, le peuple dit non, le peuple a dit ceci. Quel peuple? Mais la Non, votre milieu de gens qui dit non. Mais Et- professeur, aux dernières législatives, nous avons vu que le peuple s'est exprimé, a dit non, je n'en veux pas. Et pourtant, Ah, vous m'amenez sur l'actualité et je suis très prudent sur l'actualité. Pourquoi donc? Je considère... Hein? Pourquoi? Vous n'êtes pas le prochain médiateur de... Non, 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 non. Je suis dans des groupes où on essaie de recoller nos intelligences. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toujours pour la L'autre est à paix. droite, l'autre est à gauche, l'autre est en haut, l'autre est en bas. Il faut qu'on trouve un point d'entente. Donc, affirmer les choses de façon péremptoire dans la situation actuelle, sur la place publique comme ça, là, je retiens un peu ma langue. Professeur, est-ce que, un peu comme Vigile le disait, ce n'est pas entretenu sciemment dans ce siècle donc, de la superstructure avec les élites, le dernier rapport d'Oxfam qui évalue un peu le taux de développement des pays, classe donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Bénin, dans des pays où il y a l'écart des inégalités, donc c'est enfoncé, et il y a 1% de cette élite-là qui s'accapare des 98% de la richesse donc, des pays. Est-ce que pour des raisons économiques, des intérêts personnels, est-ce que cette élite-là n'est pas en train d'entretenir sciemment cette discrimination dans un État? Cette même élite va dire nous avons un taux de croissance de 6, et quelques pourcents. Vous voyez bien que dans ces choses-là, les éléments d'appréciation divergent dès le départ. Et on ne met en exergue que ce qui peut cacher le détail. Et j'ai écrit, je ne sais pas si j'ai écrit, en tout cas j'ai parlé d'une question tout dernièrement. Oui, j'ai écrit, je crois. Le système éducatif. Mais il y a des ratios précis qui permettent de dire si on a fait des progrès ou pas. Vous n'entendrez jamais parler de ça par les ministres de l'Éducation. Par exemple, ratio cadre, école en dur et sur l'ensemble des écoles. Est-ce que ce pourcentage augmente, diminue? Vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ça. Je prends un autre exemple. Le coût de l'éducation. Est-ce que c'est élevé
Est-ce que c'est pas élevé? Comment ça évolue? Parce que pour faire une projection sur le développement de l'école, vous êtes obligé de savoir combien ça coûte par personne. Mais on préfère former les bons enseignants et mettre les autres dehors. Oh non, 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 là, bon, oui, d'accord. Enfin, c'est à voir. Il y a de mauvais enseignants quand même. On sait qu'il y a de mauvais enseignants. Est-ce que la solution, c'est de les mettre dehors? Pourquoi on veut dégraisser? Et on veut prendre d'autres personnes? Quand est-ce qu'elles vont être formées? Et puis, bon, moi, je trouve que le système d'évaluation me posait un problème. Vous savez, ceux qui nous ont formés, nous, les plus, c'est ceux qui ont eu le CPE. Ceux qui ont eu le CPE. Ils étaient de bons maîtres. Alors, je ne vois pas. Ceux qui ont écrit, composé des livres au départ, ce pas des gens qui ont un truc en éducation. C'est la pratique. C'est la pratique. Donc c'est la pratique qu'il faut évaluer. Et maintenant, les insuffisances qu'il y a, il faut les combler. Alors le système est difficile, le système éducatif. Quand vous voulez changer, on dit on va changer. Il faut commencer par la base. Et ils vont progresser. Il faut combien de temps pour qu'ils arrivent à être adultes? Il faut plus de 22 ans, 23 ans. Donc si vous voulez changer fondamentalement les gens, bon, il y a des manières de couper. Vous commencez d'abord l'école primaire, la réforme, et puis l'école secondaire en même temps, avec des réformes permettant d'avancer tout le monde. Et après, ceux qui ont commencé à l'école primaire, ils entrent au secondaire. Donc il y aura une nouvelle réforme maintenant qui tient compte du fait que ceux-là ont été formés de cette manière, etc. jusqu'à ce que vous allez au bout. Là, vous aurez un produit qui est parti de la base jusqu'au sommet. Et ça, là, vous saurez quel est le type d'homme que vous avez. Si on doit commencer maintenant, on en a pour 22 ans. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Ah bon, on a bien dit. Ça passe très vite. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas revenir ici dans un an et faire le même constat de l'immobilisme total? Pour moi, il faut s'arrêter et faire un bilan. Il faut avoir le courage de s'arrêter et faire un bilan. Vous pensez aux assises nationales? Vous l'appelez comme vous voulez. Je ne vais pas entrer dans les dénominations qui font problème aux uns. Faire, avoir un bilan, on n'a pas besoin de... Quand on parle d'assises nationales, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce que la conférence nationale, est-ce que c'est ceci, est-ce que chacun a son idée derrière la tête. Ce qui me paraît important, c'est le bilan. C'est le bilan objectif. Pas entre quatre murs. Pas le bilan que moi je fais pour le paysan de Tchoumoujimou. Non. Ce que le paysan de Tchoumoujimou fait pour moi. Parce que c'est lui qui vit les réalités à la base et c'est lui qui doit me transmettre ce qu'il en tient. Et moi, en tant qu'élite en groupe, ayant reçu quelques notions scientifiques, j'utilise ces éléments-là pour construire justement les objectifs auxquels on doit aboutir. On a vu le document BNF 2025 à l'AFIA, la même procédure pratiquement, mais lettre morte. Oui, vous mettez sur le truc là. Moi, j'ai estimé que c'est maintenant que je me rends compte. J'étais au gouvernement quand on l'a voté. Aujourd'hui, je le critique. Je le critique parce qu'il est basé sur une vision figée de nos voisins. C'est-à-dire un pays de service. De service pour qui? Le Nigeria, le Niger, etc., le Tchad, etc. C'est fixé comme ça. Sans savoir que ces pays-là vont sortir de cette situation. Prenons l'histoire des véhicules. Le Niger n'est pas sorti de là. Heureusement ou malheureusement que ça n'aura jamais été appliqué. Non, ça a été appliqué. C'est pour ça qu'on a fait les parcs là. Pas vraiment. Ça n'a jamais vraiment été appliqué. Donc, professeur, il faut repartir à l'école pour former le Béninois de type nouveau. Non, il faut déjà changer quelque chose, puisqu'on peut changer. J'ai dit d'abord, il faut faire le bilan.
Nous pouvons faire le bilan et commencer à voir comment on rectifie les choses. On ne peut pas recommencer à inventer la roue. Et il y a des choses qu'on peut faire en attendant d'améliorer, n'est-ce pas? D'améliorer. Pour moi, je constate que je vois ça. Je ne crois pas qu'il faut voir l'indépendance comme rien du tout. Non, il faut dire qu'on a raté le départ de l'indépendance. On a raté. Ok. Merci à vous, professeur Sylvain Adepedjo Akindes. Merci à vous, Vigile Avancé. Je vous ai vu noter plein de trucs. On va avoir l'occasion de revenir sur ce sujet certainement dans nos prochaines émissions pour creuser de fond en comble également les autres angles qui nous paraissent ici essentiels. Merci également à vous, Alphonse Moïse-Soulé. Et c'est la fin de cette émission intégrale. On se retrouve encore demain avec le même plaisir. Au revoir.